Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ont participé à l'avènement de ce livre, entre autres les experts et contributeurs suivants. Gilles Christ DEBREUXSAHOU, Statistique, Optima Afrique. Simon Narcisse SAKAMA, Sociologie, Université de Bangui. FELICIEN Ngono, Sociologie, Université de Bangui. Jules Martial Sceaux, SJ Peace Building, Centre catholique universitaire de Bangui. Remerciements. La réalisation de la présente étude et sa publication ont été rendues possibles grâce à la détermination de plusieurs acteurs, à qui nous exprimons notre sincère gratitude. Nous remercions tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette étude, notamment les consultants pour leurs expériences dans le domaine de la non-violence active, et la méthode de collecte des données adaptée à la recherche. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des responsables des différentes dénominations religieuses de Bangui, Bambari, Bouar et Mbaïki pour avoir facilité les contacts et l'organisation des entretiens, sans oublier les enquêtés des différentes confessions religieuses, qui malgré les situations sécuritaires volatiles d'alors, avaient accepté de répondre à nos questions. Nous sommes aussi pleins de gratitude à l'endroit du Centre pour le dialogue humanitaire, CDH, installé à Bangui pour son appui financier. Nos remerciements vont aussi à l'adresse de Madame la ministre de la Défense Marie-Noëlle Koyara pour son soutien logistique et moral, ainsi qu'à tous les membres du Conseil national de la non-violence active, CNNVA. Nous exprimons une sincère reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces enquêtes. Jules Martial Sceaux, Gilles Christ Debressaou, Dzongo Assis Karel, GB Yombo, Simon Narcisse Sakama, Félicien Ngono, Brice Jocelyn Poutou, Jean-Herman Ngrebada, Antoine Cyril Atombi, Vianney Martial Bofo, Bombay 7 Christ Molemba, Ziantoine Erema, Lionel Amiendi, Abias Oscar Buindo, Garland Angilo, Mylène Bissing, Marien Bienvenu, Séverin Thomas Ngodi, Frédérico Kondozoa, Clara Laure Mokop, Thierry Saramanji, Christus Melchisédique Gobolo et Jonathan Mebombo. Prélude. Au cœur de l'Afrique, autrefois, avait vécu le président fondateur du Centrafrique, Barthélemy Boganda, 1910 à 1959. Boganda a été le leader qui a le mieux compris et su exprimer la dignité de l'être humain à travers ces termes, Zokwezo, tout homme est homme. C'est-à-dire que tous les humains sont égaux en dignité. Pour le père fondateur de Béafrika, la civilisation n'est autre que le respect des droits du prochain. Respect de son corps, qui nous interdit de le tuer ou de le frapper injustement ou de commettre un acte quelconque de violence sur sa personne. Respect de son intelligence, qui nous interdit de l'induire en erreur, de lui donner de faux renseignements, de fausses informations, et nous oblige à lui faire connaître ses droits et ses devoirs. Respect de son nom qui nous oblige à ne pas dire ni faire ce qui peut nuire à sa renommée. Respect de sa liberté qui nous interdit de le priver de ses mouvements. Respect de ses biens enfin, qui oblige à lui laisser tout ce qui lui appartient et sous aucun prétexte ne nous autorise à accepter son argent, sa maison, ses vêtements, ses meubles, ses terres et ses biens. De fait, ZOKWEZO qui est l'expression de la dignité humaine est une valeur universelle. Son respect constitue une manière de se montrer juste envers toute personne, en dépit des différences qui pourraient exister entre les humains. Dans les cultures africaines, la dignité humaine se comprend à l'intérieur du caractère sacré de la vie de l'homme qui est toujours et déjà en relation avec lui-même, les autres, la nature et Dieu. Malheureusement, Barthélemy Boganda n'a pas vécu longtemps pour voir la réalisation d'un Centrafrique du Zokwezo. Si le pays a pu accéder à l'indépendance en 1960 grâce à son leadership, lui-même avait déjà quitté ce monde une année plus tôt. Cependant et depuis lors, l'histoire du Centrafrique est faite de démocraties fragiles, de paix éphémères, de dictatures amères, de coups d'État à répétition, de rébellions soutenues, de guerres civiles fratricides, dont la crise de 2012 à 2013 qui avait plongé le pays dans le chaos. En réalité, le pèlerinage du Centrafrique vers la terre promise d'une paix définitive et durable demeure un défi à relever. Après la dissolution des groupes rebelles qui avaient semé la violence et le passage d'un gouvernement de transition, le pays avait réussi à organiser des élections démocratiques en 2016, censées ramener la sécurité, la paix et le développement. Malgré cela,
plusieurs régions sont toujours contrôlées par des groupes rebelles et les institutions de l'État restent fragiles. De nombreux accords ont été signés, mais sans jamais parvenir à engager réellement les signataires eux-mêmes. Le dernier en date est celui de février 2019. En effet, le 6 février 2019, l'État centrafricain a signé avec les 14 principaux groupes armés du pays un accord de paix négocié en janvier de la même année, à Khartoum, au Soudan. Nonobstant cet accord, 80% du territoire reste contrôlé par des groupes armés et les massacres de populations civiles se poursuivent. Les groupes rebelles semblent avoir obtenu de ces accords la légitimation de leur rébellion sans pour autant accepter de s'acquitter de leurs obligations. C'est-à-dire, déposer les armes, permettre le reploiement de l'autorité de l'État sur les zones qu'ils occupent et répondre à la justice. Au contraire, ces groupes participent désormais au gouvernement inclusif du président Faustin-Archange Touadéra. En effet, certains chefs rebelles sont devenus des conseillers militaires à la présidence et à la primature. Et d'autres ont obtenu que leurs proches soient nommés préfets ou sous-préfets. Cependant, le DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement, n'est toujours pas effectif et le redéploiement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire continue aussi de prendre du retard. Pire, les violations de l'accord de paix se comptent par milliers et concernent tout le territoire national. Les violences faites aux civils, la levée illégale de taxes, l'obstruction au déploiement de l'autorité de l'État, l'occupation de bâtiments publics, sont autant de violations des accords de Khartoum qui continuent de plonger le pays dans l'obscurantisme et l'indignation. Pour le représentant du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, chaque semaine entre 50 et 70 violations de l'accord de paix, commises principalement contre les populations civiles par les groupes armés, sont rapportées. Pour le journaliste Asa Boukris, les Centrafricains vont devoir attendre pour la paix et la réconciliation. L'accord passé entre le président Touadéra et le maître d'œuvre de l'accord, son premier ministre Firmin Ngrebada, avec les chefs des 14 groupes armés signataires est un acte politique confortant les intérêts des deux parties contractantes. Ces accords semblent être un brevet de respectabilité aux groupes armés. Les groupes armés ne devraient pas être combattus militairement. Ils ont obtenu la reconnaissance, validée par l'ONU et l'Union africaine, de leur désormais statut de partenaire du gouvernement. Ils ne sont plus considérés comme des rebelles. Leurs chefs se voient accorder l'impunité en dépit de leurs sanctions internationales et du souhait du peuple centrafricain de les traduire en justice. L'accord de Khartoum permet de satisfaire les intérêts fondamentaux des parties signataires, laissant les populations avec les tourments de leur vie quotidienne. L'accord de Khartoum est un accord de paix et de réconciliation entre les autorités de Bangui et les 14 groupes armés. À l'heure actuelle, il manque l'adhésion de l'opposition, des victimes du conflit et de la plupart des organisations de la société civile. Mais au sommet de l'État centrafricain, on ne croise pas les bras. Le président Faustin-Archange Touadéra multiplie les contacts pour sécuriser son pays. Grâce à la dynamique d'une diplomatie infatigable auprès des institutions internationales et des partenaires au développement, un assouplissement de l'embargo sur les armes en Centrafrique a été obtenu aux Nations Unies depuis le 10 septembre 2019. En effet, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une nouvelle résolution sur la République centrafricaine. Les sanctions vont être assouplies, notamment l'embargo sur les armes. Cependant, que faut-il espérer d'un tel assouplissement ? Pour Nicolas de Rivière, ambassadeur de France à l'ONU, cette décision est essentielle pour la mise en place de l'accord de paix signé en février. La résolution va permettre aux forces armées centrafricaines de mieux assurer la sécurité dans le pays, au grand bénéfice des citoyens. Quant à la représentante permanente de la République centrafricaine à l'ONU, Ambroisine Kapongo, elle estime que l'espoir est permis. La résolution qui vient d'être adoptée est un pas dans la bonne direction vers une levée partielle et pourquoi pas, totale de l'embargo sur les armes. Mon pays fonde cet espoir parce que les rapports de force sur le terrain sont en défaveur de l'État centrafricain, au regard des acquisitions d'importantes quantités d'armes, de munitions et de moyens logistiques par les groupes armés. Pour notre part, nous estimons que les plus concernés pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, à savoir les populations civiles,
méritent mieux que des armes et des militaires à déployer et à redéployer sur le territoire national. Sans pour autant minimiser l'importance d'un État fort qui ne va pas sans des moyens forts, nous sommes allés à la rencontre des populations centrafricaines pour sentir avec elles les expériences amères des violences subies et ou perpétrées, et recueillir leurs expressions de paix et de réconciliation. En effet, une équipe de chercheurs de l'Université d'État de Centrafrique et du Centre catholique universitaire de Bangui est allée à la rencontre des Centrafricains vivant dans les villes de Bangui, Bambari, Mbaïki et Bouar pour mener des enquêtes et faire l'analyse situationnelle de la violence, ses manifestations et ses conséquences sur les populations et recenser les pratiques et coutumes favorisant la non-violence active dans le pays. D'une part, il s'agissait pour les enquêteurs de comprendre comment les populations définissent la violence, de s'informer sur les perceptions de la violence auprès des populations locales, de prendre connaissance des causes visibles et invisibles de la violence, de décrire le vécu des personnes affectées par les différentes formes de violence et de prendre connaissance des suggestions venant des populations de base sur les possibilités d'une sortie de la violence. D'autre part, la mission des enquêteurs consistait à identifier et recenser les valeurs, les coutumes et les habitudes qui contribuent à la non-violence active et leurs impacts sur les communautés locales. Au terme de nos recherches nourries par la problématique de la violence et de la non-violence, il s'avère que les Centrafricains ne sont pas de nature violente. C'est la violence qui les révolte. Plusieurs ont été témoins et victimes de la violence de 2012 à 2013. Certains ont été surpris par les atrocités de la crise. Quelques-uns ont dû prendre les armes pour se défendre contre une violence usurpatrice. D'autres sont passés de victimes à bourreaux pour assurer leur sécurité, ou se faire justice au détriment de leur propre communauté. La faiblesse des institutions souveraines, l'ignorance et l'analphabétisme, l'appât du gain facile et la pauvreté matérielle, le régionalisme et la corruption et l'ingérence des impérialistes assoiffés de pierres précieuses et de terres vierges sont autant de causes qui provoquent la violence dans le pays. Aujourd'hui encore, il est possible d'avoir un Centrafrique où les populations vivent dans la concorde et la fraternité, un Centrafrique où la diversité est célébrée et les conflits pacifiquement résolus, un Centrafrique d'uso Kwezo. En effet, les Centrafricains veulent la paix et la majorité est prête à faire des sacrifices pour y arriver. La présente étude vient apporter aux dirigeants politiques et administratifs du Centrafrique, aux analystes politiques, aux acteurs nationaux et internationaux, aux leaders religieux et aux différentes organisations non gouvernementales engagées sur la scène centrafricaine, des données et des indicateurs statistiques et sociologiques fiables pour relever les défis de la paix durable et de la réconciliation juste en République centrafricaine. Les fruits de cette recherche sont dédiés à toutes les victimes de la violence et de l'intolérance en Centrafrique. Ils portent l'espoir de tous les bâtisseurs de la paix qui n'ont pour seules armes que l'éducation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.